les mains. Voilà. Ce qui fait pas très chaud. Je sais pas si vous avez chaud, mais pas terrible. Voilà. Donc on va pouvoir relancer nos échanges donc avec nos experts qui viennent de différents secteurs d'activité. Est-ce que c'est live? Ouais, et je vais céder la parole à Sally. Merci, Madame la Présidente. Marie-Pierre Desquier, présidente de la France apprenante. Vous êtes dans les bonnes mains ici. Donc, j'ai voulu faire cette bloc d'organisation apprenante parce que dans ma carrière ici, les 25 ans que j'organise les conférences ici, je trouve que c'est une chose qui est relativement mal comprise. Et moi, j'ai eu le privilège de rencontrer Peter Senge il y a 30 ans, l'auteur de la 5e discipline, l'art et la science de l'organisation qui apprend. Et j'ai beaucoup appris de lui. Et je voudrais partager avec vous et nos VIP ici, quels sont les signes, quel est le signe d'une organisation qui apprend? Comment est-ce qu'on peut le reconnaître? Voilà. Et je voudrais juste ouvrir avec un truc. Romain, à l'instant, tu parlais d'impliquer les opérations, le field. Okay? Et moi, quand j'étais chez Digital Equipment Corporation, on avait un mécanisme qu'on utilisait tout le temps pour assurer que l'organisation apprenait. Parce que l'idée d'une organisation qui apprend, c'est quelque chose qui prend du feedback du monde extérieur et qui réagit systématiquement on réplique à les signaux qu'on reçoit. Alors voilà, imaginez une tire-bouchon. Okay? Tire-bouchon dans la tête. Okay. Chaque fois que vous avez une réunion, un projet, un événement, un débrief avec le field, voilà une idée. Posez la question, quelle était la théorie de travail? Je vous donne un exemple. Si on paye les vendeurs un gros com, ils vendent plus. Deuxième question de le tire-bouchon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vendu moins. Pourquoi? Parce qu'ils étaient désécurisés. Avoir un petit paye de base et un gros com, en fait, ils sont devenus désespérés. Et les clients achetaient moins parce qu'ils poussaient trop. Quelle est la nouvelle théorie de travail? On va payer les vendeurs moitié-moitié pour qu'ils soient sécurisés. Ça, c'est un exemple. Donc, le tire-bouchon, c'est un mécanisme, une organisation qui apprend, qu'on peut utiliser à n'importe quel moment, dans une formation, dans une réunion, dans une expérience, dans un projet. Quelle est la théorie de travail? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Quelle est la nouvelle théorie de travail? Voilà, ça c'est ma contribution et c'est une chose que je vois dans les organisations qui apprennent. Alors maintenant, je vais passer le micro à Grégoire pour ajouter et après on va parler avec tous nos clients. Merci. En deux mots, Grégoire, je suis cofondateur et CEO de Simundia. Simundia, on est une plateforme de coaching, donc on démocratise le coaching professionnel. On existe depuis 2017. Moi, j'ai créé l'entreprise après avoir fait un coaching quand j'étais au Bangladesh. Et suite à ça, je me suis dit que tout le monde avait besoin de coaching pour être plus performant, plus épanoui dans son travail. Et donc, j'ai créé Simundia pour le démocratiser. Donc merci encore pour l'invitation en lien avec l'entreprise apprenante. Bon, effectivement, le terme peut être galvaudé, mais je pense que c'est des sujets qui restent d'actualité. En parlant, ne serait-ce qu'aujourd'hui avec différents DRH, il y a vraiment un enjeu d'aller apprendre, d'aller s'adapter de plus en plus rapidement. Il y a des nouvelles technologies qui sortent de plus en plus vite, et donc il y a un enjeu pour les organisations d'aller être très agiles et d'aller en permanence permettre à leurs équipes de se développer en fonction des nouvelles tendances. Et donc en lien avec ça, il y a un enjeu je pense très fort de responsabilisation des équipes, de se dire que chacun doit être acteur de son développement. Je crois que c'est Frédéric tout à l'heure qui parlait d'entrepreneurs de leur développement, d'entrepreneurs dans l'apprentissage de compétences. Et je pense que c'est vraiment ce que doit insuffler aujourd'hui, ce que doivent insuffler les entreprises, c'est finalement de responsabiliser, de donner de l'autonomie à chacun, en donnant des orientations, mais en responsabilisant pour que chacun se dise que c'est clé pour lui de se développer, de développer ses compétences. Et ça, c'est très en lien avec ce qu'on fait chez Simundia avec le coaching, parce que le coaching permet vraiment de développer l'adaptabilité, permet de développer une capacité à apprendre, une capacité à prendre des décisions, une capacité de leadership. Et donc tout ça, c'est très en lien avec l'enjeu actuel finalement d'aller s'adapter de plus en plus vite dans un monde qui est très compétitif.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou est-ce qu'il y a des remarques? Bon, déjà, Grégoire, il parle de coaching. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des programmes de coaching en place? Est-ce que vous voyez ça comme une partie d'organisation apprenante? Est-ce qu'il y a des coachs dans la salle, peut-être? Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez une panel ici d'experts extraordinaires. Hein? N'hésitez pas, c'est le moment. Pas de questions. OK. Si je rebondis sur ce que tu viens de dire, Grégoire, effectivement, ce que nous, on voit au-delà de notre activité, c'est comment on amène en fait des outils qui sont très réservés à une population cadre, qui évidemment se sont multipliés en fait dans des configurations où les personnes avaient des ordinateurs, un accès facile en fait à des éléments IT. Et ce qu'on voit, c'est plein d'initiatives qui me paraissent aller dans le bon sens pour essayer d'industrialiser, massifier ces accompagnements sur des populations qui n'étaient pas destinées finalement à avoir ça. Je sortais d'un entretien hier avec un client qui me disait justement, en parlant du coaching, sur de la population de vendeurs itinérants, que lui, il poussait son entreprise à faire du coaching sur des populations qui n'étaient pas du tout destinées en fait. Et c'est vrai que cette démocratisation, moi, me paraît aller dans le bon sens. Enfin, je ne sais pas si c'est des choses que vous poussez vous en interne, mais et en allant même au-delà du coaching, c'est tous ces dispositifs, ces initiatives qui initialement étaient réservées à des populations plutôt cadres sièges. Comment on fait pour les switcher, pour être aidantes pour des populations plutôt terrain? Oui, je vous propose de rebondir sur trois thèmes qu'on a vraiment essayé de mettre en œuvre pour répondre un peu à la question. Alors, je dirais qu'une entreprise qui apprend, je dirais qu'elle coopère, mais aussi elle reflète et surtout elle veille. Alors sur les trois, peut-être vous donner des illustrations concrètes. Sur la coopération qu'on citait tout à l'heure, dans ce que nous on met derrière, en tout cas la learning culture. Hein. La coopération, chez nous, c'est donc un sujet, en tout cas on a beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de collègues qui s'engagent dans la transmission des savoirs. Donc actuellement chez Safran, il y a ce programme qui tourne depuis quelques années, Safran enseigne à Safran, qui permet à base vraiment large, hein, pour n'importe quel métier, n'importe quel collègue volontaire, de rentrer dans la catégorie des créateurs et transmetteurs de savoir. Autrement dit, on considère que, et ça c'est une conviction vraiment intime, chacun sait quelque chose et peut participer à la création et à la transmission des savoirs. Donc vous voyez que l'approche déjà est beaucoup plus plate sur cette idée de coopération. On part vraiment du principe que chacun peut amener quelque chose, si quelque part, sur cet asset hein, que sont les savoirs aujourd'hui, par rapport à ce que Romain disait tout à l'heure, c'est-à-dire une forme de capital immatériel de plus en plus importante pour Safran. Donc c'est un programme qui a beaucoup de succès. Il y a à peu près 400 auteurs-autrices actuels et on fabrique beaucoup de nos contenus qu'on appelle des contenus safranisés. Alors c'est un point important puisque c'est un différenciant dans les consommations par rapport à des librairies ou des contenus dits génériques. Je pense que ça c'est un élément intéressant pour caractériser en tout cas une entreprise qui apprend. C'est aussi pour une entreprise qui apprend la perspective de refléter. Tout à l'heure on a parlé de ce que l'on fait sur les lignes de production. En fait dans l'approche Clara il y a ce qu'on appelle les praticiens réflexifs. Vous connaissez peut-être cette expression, mais c'est l'une des meilleures formes d'apprentissage qui soit. C'est-à-dire que c'est en reflétant qu'on apprend le mieux. C'est d'ailleurs pour ça que c'est l'apprenant qui s'auto-positionne le premier et non pas le manager ou encore le tuteur hein, dans le processus d'apprentissage. Et refléter, c'est aussi se tromper. Typiquement, lorsqu'on veut faire un geste correctement et améliorer ce qu'on appelle nous le bond du premier coup, en général, on va pas avoir un bond du premier coup très intéressant au départ. Il y a un certain nombre de gestes à faire jusqu'à l'acquisition du geste de qualité, qui d'ailleurs généralement devient ce qu'on appelle un geste inconscient. C'est-à-dire que quand l'opératrice va coudre le parachute, à un moment donné, elle ne sait plus qu'elle sait. Elle le fait naturellement. Donc refléter pour nous en formation, c'est extrêmement intéressant et important. Ça crée vraiment ce qu'on appelle des praticiens réflexifs. Et puis le dernier point, et c'est pour ça qu'on est là toutes et tous aujourd'hui, c'est veiller. Vous voyez que la vitesse à laquelle ça va, pour une entreprise, c'est l'idée de ne plus pouvoir rester cloisonné. Et donc, ce que vous faites là, ce que nous faisons là avec vous, c'est de la veille. C'est une veille active. C'est une veille qui vous garantit la longueur d'avance demain, en particulier pour les départements L&D, dans des entreprises où ça va très vite et où les métiers nous concurrencent hein, sur les bonnes idées. Donc, la clé pour la veille, c'est l'ouverture finalement au monde extérieur. Et je vous cite également un projet qu'on a lancé, qui est intéressant parce que ça change quelque part l'énergie telle qu'on la dirige habituellement dans un groupe comme Safran. Safran lance l'entreprise étendue,
qui est un nouveau dispositif qui va permettre à nos 12 filiales de former leurs propres clients dans notre plateforme. C'est intéressant pour nous, puisque jusqu'à aujourd'hui, on était dirigé exclusivement vers les clients internes, pour la première, donc nos apprenants, nos collègues, dont les hommes et les femmes de l'entreprise, soit pratiquement 100 000 personnes. Pour la première fois, le groupe va ouvrir des portails sécurisés, des portails dédiés par filiale, pour celles qui le veulent, qui vont pouvoir former les clients externes sur les produits Safran. Merci beaucoup. Je vais rebondir effectivement sur ce que disait Jean-Roch. Nous, on a la conviction, en tout cas, que toutes les organisations finalement sont apprenantes aujourd'hui. On n'a pas vraiment le choix. De toute façon, elles s'adaptent à leur environnement. Et puis, on peut mettre des coups de booster. Donc, les coups de booster, pour moi, ça permet de reconnaître quelque part une organisation qui se veut apprenante, parce que l'organisation s'en empare. C'est-à-dire qu'elle décide d'en faire un sujet. Elle décide quelque part même d'aller jusqu'à du sponsorship du comité de direction, d'en faire un sujet de transformation culturelle. Et je pense que c'est une façon en tout cas de reconnaître une organisation apprenante. Et ça se matérialise assez concrètement. C'est ce qu'on dit, adopter des postures réflexives ou les encourager, motiver en fait les gens à se faire du feedback, essayer d'implémenter des réflexes de rétrospective sur des projets ou sur des formations qui ont été réalisées, faire des post-mortem, faire des ROI à 6 mois. Tout ça, en fait, pour moi, ce sont des facteurs très concrets en fait qui, quand ils sont mis en place, concourent finalement à rendre l'organisation apprenante. Et c'est là où le coaching d'ailleurs peut être intéressant, parce que il peut driver en fait ces démarches-là, il peut interroger finalement les individus à des endroits où d'ailleurs ils n'ont pas posé leur réflexion. Donc c'est hyper intéressant. Bon voilà, on aide d'ailleurs nos managers dans cet esprit-là. Donc le coaching à la fois managérial, mais même des équipes plus projets, peut être très aidant en tout cas pour matérialiser ça. Et puis j'insiste, enfin il y a plein d'autres aspects pour caractériser une organisation apprenante, mais moi j'avais envie de vous partager le fait que pour moi, c'est aussi une organisation qui teste, qui expérimente et qui du coup apprend en fait de tout ça. Et je vous donne l'exemple de tout ce qu'on peut essayer de tester tout un chacun dans nos espaces de formation. Moi, j'ai testé plein de canaux diversifiés, de la VR, du chatbot, des modalités podcast, vidéo. J'ai testé plein de bibliothèques de ressources. Je me suis amusé à changer les organisations en disant je vais bloquer des temps de formation dans les orgas. Et en fait, il y a des choses qui marchent, et puis il y a des trucs qui marchent pas du tout, quoi. Puis voilà, on apprend en tout cas de ces expériences-là. Moi, on bosse avec voilà pas mal de structures et d'organisations, et finalement, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent moins bien. Quoi qu'il arrive, une orga apprenante, c'est aussi une orga qui teste et qui apprend en fait de tout ça. Et voilà, je pense que dans ce que nous, par exemple, on a beaucoup fait progresser, on a testé un outil comme Clara. Et cet outil-là, il est venu aussi transformer notre capacité à quelque part manager nos équipes, notre capacité à rendre responsables nos collaborateurs. C'est pour moi un apprentissage extrêmement intéressant, quoi. Et moi, je finirais finalement ce tour de table en précisant finalement que l'organisation apprenante se pense, selon moi, à 3 niveaux. On ne peut pas penser l'organisation apprenante, c'est très conceptuel. Je vous propose de la penser au niveau de l'individu, des équipes et de l'organisation. Au niveau de l'individu, comme Jean-Roch l'a dit, une organisation apprenante, c'est une organisation qui met à disposition des individus, des outils, des plateformes ou des façons d'apprendre hors d'un plan de formation obligatoire et de la prescription. Ça peut paraître bête, mais ça ne l'est pas forcément. Dans beaucoup d'entreprises, on est très drivé par le côté administratif de la formation et souvent on se limite à l'aspect obligatoire et prescrit. Donc c'est déjà de lui permettre de le reconnaître, donc c'est-à-dire de valoriser aussi ce temps qui est dédié à l'apprentissage, on va dire non prescrit. Valoriser aussi comme on l'a fait chez MBDA en mettant en place un dispositif Do It Yourself qui permet aux collaborateurs qui sont formés de pouvoir créer leur capsule de formation en autonomie.
avec un logiciel auteur qu'on met à disposition suite à un parcours de formation certifiant. C'est aussi des lieux, et c'est sanctuariser la formation pour les individus. Ce qu'on a fait chez MBDA en créant des espaces de formation, des Digital Labs. Donc on a une Learning Factory sur notre site du Plessis-Robinson et un Digital Lab sur notre site de Stevenage en Angleterre, qui permet de finalement sanctuariser, sacraliser ce moment de partage des connaissances avec des dispositifs de captation, notamment vidéo, podcast, 3D, VR, immersif, où on peut effectivement tester, expérimenter, diffuser pour des équipes ces dispositifs de formation. Donc ça, c'est au niveau des individus. Au niveau des équipes, c'est également encourager les managers déjà à proposer des temps de réflexivité pour les équipes, ce qu'on essaie de pousser, mais également à repenser une culture managériale, notamment avec des outils qu'on utilise comme l'intelligence artificielle aujourd'hui chez MBDA, grâce à la plateforme Skillsoft notamment, qui nous permet de mettre à disposition des managers un bac à sable virtuel où ils pourront se confronter à des scénarios qu'ils auront à rencontrer, donc notamment très utile pour les primo-managers, avoir une conversation difficile avec un collaborateur, adresser des conflits, etc. Aujourd'hui, ces plateformes, ces nouveaux outils, et notamment l'IA générative, nous permet d'adresser la formation de manière plus efficace pour nos managers. Et puis, dernier point, c'est de penser l'organisation apprenante au niveau de l'organisation. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est au niveau des comités exécutifs et au niveau du leadership. Et là, pour nous, il a été très important de repenser la façon que nous avions de proposer des formations de leadership, en prenant en compte notamment des besoins et des problématiques de l'industrie, comme la féminisation des métiers de l'industrie. Donc, on a développé, en partenariat avec une grande école parisienne, un programme sur le leadership au féminin, mais également de repenser notre formation pour les top exécutifs en termes de leadership, pour les mettre en contact avec avec un coach, avec des coachs, permettre de se confronter, de penser non pas en termes d'individu, en termes de leader, mais en termes d'organisation. Donc voilà, je dirais organisation apprenante, oui, sous réserve de mise à l'échelle, individu, équipe, organisation. Peut-être un dernier mot pour rebondir sur les managers qui effectivement sont clés pour nous, qui sont clés parce que c'est des courroies de transmission entre les directives de l'entreprise et les opérationnels, donc c'est eux qui doivent transmettre les messages et c'est un rôle qui est très très difficile. Et ensuite, pour effectivement mettre en place une politique learning, les managers sont aussi une courroie de transmission parce que si eux sont convaincus, ensuite ils vont aller convaincre leurs équipes. Et donc nous, c'est notre conviction aujourd'hui chez Simundia que le coaching est aussi le meilleur outil de développement pour ces managers. Et pour rebondir sur quelque chose qui me semble essentiel, voilà, j'ai énormément d'intelligence artificielle et nous-mêmes chez Simundia, on développe des outils d'intelligence artificielle, mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est un salon aussi ressources humaines et que l'aspect humain reste primordial, l'aspect dialogue, l'aspect d'encourager la communication entre les équipes. Et là-dessus, voilà, donc c'est ça. Je pense que ça reste quelque chose à l'ère de nouvelles technologies, etc., qu'il faut garder en ligne de mire et continuer d'encourager au maximum pour aller dans le sens de ces organisations apprenantes. Je pense à ce que Grégoire vient de dire. Comme vous constatez avec mon accent, je suis britannique. Est-ce que vous savez ce qu'on mange au petit déjeuner en Angleterre? Eggs and bacon. OK? Eggs and bacon. Dans ce petit déjeuner, la poule, elle contribue. Mais le cochon est impliqué. Donc, il faut que la direction passe de poule en cochon. C'est ça que tu disais, hein? Ouais, bon, je vais donner la dernière parole à notre modératrice, la brillante Marie-Pierre. Madame la Présidente. Merci beaucoup. On va maintenant faire une pause. Alors moi je suis très heureuse parce qu'en introduction on avait justement parlé d'un certain nombre de concepts autour de l'impact du management, de comment est-ce que on apprend en transmettant notamment et par les pairs et par l'échange et en ayant une certaine réflexivité par rapport à ce qu'on fait. Et on voit bien que dans les expériences terrain, c'est bien ça qu'on va retrouver. Il y a aussi un autre message que j'ai envie de vous transmettre pour conclure, c'est qu'il ne faut pas instrumentaliser la formation. Il faut laisser l'espace pour que chacun puisse s'emparer et il faut donner aux gens des outils de conscientisation des bénéfices qu'ils vont avoir à participer à ces formations.
et ouvrir le champ, c'est-à-dire se dire qu'en fait, la formation, l'entreprise apprenante, c'est une manière aussi pour eux de développer leur projet de vie et de reprendre la main sur leur vie en matière d'employabilité, qu'elle soit interne, que ce soit des mobilités internes ou externes. Et puis, ça apporte aussi à l'entreprise une vraie marque employeur plus attractive. Lorsqu'on sait qu'à un endroit, on va se développer et qu'on ne va pas être pressé comme un citron, je pense que ça change la donne. Et puis, la conclusion de tout ça, c'est que ça réengage énormément les collaborateurs. À partir du moment où ils sont volontaires pour se former, alors ils ne seront peut-être pas tous, et puis après, ça va arriver par propagation. Ça réengage les collaborateurs et donc vous allez retrouver de la productivité. Moi, je suis persuadée en fait que la valeur ne viendra pas de l'extérieur, elle ne viendra plus de l'extérieur. Il faut qu'on arrête de parler de croissance. En revanche, elle viendra de la valeur humaine qui existe en entreprise et qu'il va falloir canaliser. Aujourd'hui, on a des chiffres d'engagement en entreprise qui sont très faibles. L'Institut Gallup fait une étude internationale tous les ans. Les gens qu'on dit engagés, c'est-à-dire les gens qui vont être force de proposition, qui vont lancer des projets, des améliorations, c'est entre 10 et 15%. Le reste a lâché les rames et donc vient prendre son salaire. Et puis vous en avez qui sont activement désengagés. Donc ça, c'est ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui sont pas contents, etc. Alors pourquoi ça tourne toujours ? Parce qu'en fait, les 10 à 15% d'engagés, c'est ceux qui sont au pouvoir dans les entreprises. Et donc les autres sont un peu obligés de suivre. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une pause d'une demi-heure pour notre part, mais en revanche, les intervenants sont à votre disposition pour échanger et vous pouvez leur poser les questions que vous voulez. Est-ce qu'on fait ça avec le micro ou plutôt de manière informelle ? En tête-à-tête, vous pouvez bénéficier de l'expertise de nos intervenants. Merci à vous en tout cas.